C'est un des plus grands tabous de l'histoire de France que Franck Ferrand a fait le choix de traiter cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les génocides, généralement, mettent à peu près tout le monde d'accord lorsqu'ils ont lieu en Turquie ou au Rwanda. Je ne parle pas évidemment du cas majeur de la Shoah. Mais aujourd'hui, c'est d'un génocide perpétré en France que j'aimerais vous parler. Vous avez invité pour le faire un spécialiste très peu consensuel. Oui, le but n'est pas d'être consensuel, mais précis et incontestable. C'est le cas de Reynald Secher, qui le premier a pris le parti, non sans courage, d'identifier la répression contre les Vendéens pendant la Révolution à un véritable génocide. Une position qui, à l'heure où je vous parle, est rejetée par une large majorité du monde universitaire. J'ai beau être abonné au sujet qui dérange, je ne crois pas qu'il existe en France de sujet de discorde plus grand entre les historiens que celui des crimes commis en Vendée sous la Révolution par des soldats de la République. Ce que l'on appelle la guerre de Vendée est en réalité une guerre civile, vous le savez, guerre qui va s'éterniser du printemps 1793 au printemps 96. Au départ, il y a une insurrection populaire contre la fameuse levée en masse décrétée par la Convention, levée en masse qui concerne tous les départements afin d'aller grossir les rangs de l'armée révolutionnaire. Mais très vite, la révolte s'organise, se greffe sur ce mouvement, un mouvement qui se politise et devient un vaste mouvement contre-révolutionnaire soulevant l'ouest de la France contre Paris et ses représentants. Pour les conventionnels de 1793, il n'y a du reste pas de révoltés, il n'y a même pas d'ennemis. Pour eux, les Vendéens sont des brigands, c'est le terme employé. Et naturellement, on ne traite pas avec des brigands. Les termes employés par les conventionnels sont à peine croyables. Plus de 2 siècles après, on n'en revient toujours pas. Je cite: « Ordre est donné aux généraux de la République d'incendier les bois, les taillis et les genêts et de battre les forêts, détruire les repères des rebelles, de couper les récoltes, de saisir les bestiaux, de conduire dans l'intérieur les femmes, les enfants et les vieillards, de faire sonner le tocsin de tous les départements circonvoisins et de faire marcher sur les rebelles tous les citoyens depuis l'âge de 16 ans jusqu'à celui de 60. » Puis, constatant les échecs répétés des soldats républicains, la Convention ordonne, je cite, que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois d'octobre, j'ai bien lu, exterminés. Car au début, l'armée catholique et royale des gens de l'Ouest, on appelle ces soldats les Blancs par opposition aux Bleus venus de Paris, donc blancs royalistes contre bleus républicains, si vous voulez simplifier les choses à l'extrême, cette armée blanche contre-révolutionnaire bénéficiant de la surprise, de l'enthousiasme, tout simplement de l'effet de dynamique créé, cette armée a commencé par enregistrer de franches victoires. Mais dans un deuxième temps, la Convention, qui gouverne donc cette première République, décrète l'envoi dans l'Ouest d'une garnison, la garnison de Mayence, sous les ordres d'un général du reste assez incompétent, mais qui a quand même lui-même sous ses ordres des gens comme Marceau, Kléber, Westermann, etc. Du reste, c'est Kléber qui va s'imposer, c'est lui qui parvient à battre les Blancs. Victoire donc de la République, mais qui est loin d'être définitive. Des bandes d'insurgés prennent position dans tout le paysage de cet ouest de la France, dans les marais, dans les bocages, dans le bocage vendéen. Ces troupes vont mener une sorte de guérilla qui tient en échec la République et qui convainc la Convention, sur une idée du député vendéen Fayot, d'envoyer sur place les fameuses, ce qu'on va appeler les colonnes infernales. Elles seront commandées par Turreau. Turreau était le fils d'un maire d'Évreux, c'est un révolutionnaire bon teint. Il reçoit le commandement de l'armée de l'Ouest le 4 novembre 1793. Son plan d'extermination doit commencer le 27 janvier 94. Vous comprendrez que j'emploie la datation grégorienne. On disait vieux style sous la Révolution, c'est quand même plus facile pour se repérer que le calendrier républicain alors en vigueur. Turreau s'empare de Noirmoutier, puis il constitue ces fameuses 8 colonnes, charge à elle d'aller conduire la répression. Turreau écrit à la Convention, je le cite: « Mon intention est bien de tout incendier et de procéder à l'anéantissement des rebelles, mais cette grande mesure doit être prescrite par vous. Je ne suis que l'agent passif des volontés du corps législatif. » À quoi l'Assemblée se garde de répondre spécifiquement, mais elle n'en proclame pas moins le 19 janvier, je cite,
Tous les brigands convaincus d'avoir pris les armes pour se révolter seront passés au fil de la baïonnette. On en agira de même avec les filles, femmes et enfants qui seront dans ce cas. Les personnes seulement suspectées ne seront pas plus épargnées. Tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. C'est le blanc-seing. Les colonnes de la République commencent alors leur œuvre de mort. Turreau entend dire qu'à Paris certains regimbent, alors il s'inquiète auprès du ministre. Tu dois bien penser, le rassure-t-on aussitôt, que si cette diminution de confiance eût existé, le comité de salut public ne t'eût point laissé en place. Ce n'est là qu'un encouragement parmi tant d'autres. Vous avez bien compris que c'est un encouragement au massacre. Et Franck nous parle aujourd'hui d'un sujet très controversé, le génocide vendéen. Le grand ennemi côté Vendée, c'est évidemment Charette de la Contrie. Il met les Républicains en échec à maintes reprises, ce qui exaspère encore un peu plus Turreau. De la répression aveugle, on va alors glisser insensiblement vers la barbarie pure et simple. De nombreux villages font les frais de la colère des Bleus, on incendie les églises avec leurs prêtres, on viole les religieuses, non sans leur arracher le cœur et la langue, on éventre les jeunes filles, on tronçonne les mères de famille, non sans faire fondre certaines pour en recueillir la graisse. Vous savez qu'une fois franchi ce genre de limite, nous savons bien, nous qui avons connu toutes les atrocités du XXe siècle, que rien n'est impossible. La litanie de ces atrocités ahurissantes perpétrées contre tous, y compris contre de jeunes enfants, cette liste est trop longue, mais surtout elle est trop choquante pour être dite à ce micro. On conserve de ces jours très sombres le souvenir des nourrissons cloués aux portes des églises, comme il était de coutume de procéder envers les chouettes. À Saint-Pierre-du-Grand-Luc, par exemple, on relève officiellement 164 victimes. Ailleurs, sur une liste du reste incomplète de 459 noms, on compte 110 enfants de moins de 7 ans, qui donc ont été massacrés, et 37 enfants de 8 à 15. Cependant, toutes ces horreurs ne changent rien au rapport de force. Les colonnes infernales de la République sont bel et bien tenues en échec. Le 11 avril 1794, les commissaires depuis Paris adressent à Turreau l'ordre suivant. 80 000 hommes sont avec toi, dont plus de 40 000 en état de combattre, et la Vendée existe toujours. Point de sommeil, point de repos, tant qu'il existera un seul rassemblement de royalistes. Tout, hormis la victoire, t'expose à une responsabilité dont tu dois craindre le danger. Les chefs vendéens, Charette, mais aussi Stofflet, il faudrait entrer dans le détail, nous allons y venir dans un instant. Tous ces chefs continuent de tenir bon face aux soldats républicains, écœurés, on peut le dire, de leur propre violence contre les populations civiles. Plus tard, c'est Hoche qui aura raison des ultimes sursauts de la Vendée, et encore quand je dis qu'il en aura raison, on verra des Chouans se battre jusqu'à l'issue de l'Empire en vérité. Pour le moment, la Convention, sur proposition de Robespierre, destitue l'infâme Turreau. Alors là, évidemment, tout change. Et à partir de ce moment, tous les moyens sont bons pour incriminer celui qu'on considère comme le responsable des dérapages. Mais la défense préparée par Turreau nous en apprend en fait encore davantage sur l'ampleur des massacres et sur la responsabilité des uns et des autres dans cette tuerie incomparable. Je cite Turreau. « Les représentants du peuple ont approuvé par écrit l'ordre général dont tous les autres ne sont que la conséquence. Il est reconnu que dans ces espèces de guerre, les seuls moyens militaires sont insuffisants. On poursuit aujourd'hui les exécuteurs passifs des volontés du gouvernement. » Vous voyez, l'expression est de nouveau très claire. Turreau rappelle même cet ordre écrit par lequel le comité de salut public le menaçait de mort, lui, s'il ne marchait pas sur le champ pour tout exterminer. Ce sont les termes mêmes de la dépêche. Ces horreurs indicibles, il faudra attendre longtemps pour en trouver ne serait-ce que la trace dans les ouvrages d'histoire nationale. Je ne parle même pas là des manuels scolaires. Cette mémoire extrêmement douloureuse, c'est sur place, en pays vendéen et chouan, qu'il faut aller la chercher. Au début des années 1980, un universitaire d'origine alsacienne, Jean Meyer, prend la mesure de toute cette histoire et de cette mémoire malmenée et il va proposer à l'un de ses étudiants, Reynald Secher, de travailler sur le sujet. Le jeune homme tire sur le fil
et déroule toute une pelote. Il va publier en 1985 un ouvrage qui fait grand bruit, j'allais dire un brûlot, mais ce n'est pas tant le contenu du livre qui a fait scandale, finalement, que l'accueil qu'il a reçu. Vendée, venger le génocide franco-français, voilà un livre dont tous les étudiants d'histoire ont entendu parler un jour ou un autre, mais qu'on continue, 35 ans plus tard, à se passer quasiment sous le manteau. Génocide, vous avez bien entendu, le mot est lâché, la polémique est lancée. Reynald Secher est avec nous dans ce studio et avec lui nous allons revenir d'abord sur l'état exact de tout ce qu'on peut savoir, sur les faits. Nous allons reprendre le bilan terrible de ces guerres de Vendée et puis après cela nous verrons sur quelles sources il a travaillé, comment il en est venu à employer le terme de génocide. Nous parlerons aussi évidemment de cette mémoire encore très douloureuse, encore très vivace, la mémoire de cette guerre de Vendée. Et Franck Ferrand évoque pour vous la guerre de Vendée cet après-midi, ou devrait-on dire le génocide vendéen, avec Reynald Secher. Bonjour Reynald Secher, merci d'être venu jusqu'ici. Bonjour. Vous êtes arrivé, j'allais dire benoîtement, n'y voyez aucune malice de ma part, avec toute une pile d'albums de bandes dessinées, car vous êtes aussi scénariste de bandes dessinées sur l'histoire de France. Nous y viendrons si vous voulez tout à l'heure. Évidemment, ce n'est pas ce qui vous a rendu si célèbre dans le monde de l'histoire. En fait, vous êtes celui par qui, disons-le, le scandale est arrivé. Parce qu'avant 1985, même si de nombreuses monographies locales existaient sur le sujet, on n'avait jamais osé parler de génocide, évidemment, et on n'avait jamais osé tout simplement dire aux Français ce qui s'était passé pendant ces années 93, 94, 95 en Vendée. Oui, on avait été même plus loin puisque entre 1793, année du commencement de cette extermination programmée et votée au plus haut niveau de l'État, jusqu'en 1983, année où j'ai commencé à réfléchir sur le génocide franco-français, la Vendée-Venger, personne en France, y compris à l'université, n'avait réfléchi sur la nature de la répression en Vendée par la République de la Convention. Il faut que vous expliquiez ce terme Vendée-Venger. Oui, alors si vous voulez, ça fait partie d'une mécanique qui est assez surprenante. Tout à l'heure, vous parliez de l'extermination. Cette extermination a été conçue au plus haut niveau de l'État puisqu'elle est mise en œuvre le jour même de la nomination de Robespierre au sein du Comité de salut public le 27 juillet 1793. Et on va voter deux lois. La première loi que vous citiez tout à l'heure partiellement, qui date du 1er août 1793, qui prescrit trois choses. Premièrement, on va diviser la population en deux groupes. On va déporter une partie de cette population. Cette partie est composée des femmes, des enfants et des vieillards. On la déporte. C'est le vocabulaire utilisé. Vous voyez, c'est un vocabulaire très 20e siècle, oui, très moderne. Ça fait penser à d'autres moments de l'histoire, évidemment. Et tous ceux qui restent sur le territoire de la Vendée militaire, ce territoire qui est compris entre Paimboeuf, Angers, Thouars, Niort et les Sables-d'Olonne, c'est-à-dire grosso modo 770 communes, soit 815 000 habitants, est destiné à être exterminé. Et la deuxième chose que l'on fait, c'est la politique de la terre brûlée. On décide de détruire systématiquement l'habitat et bien entendu la production, les forêts, etc. Et très rapidement, on va se rendre compte, mais on va l'expliciter un peu plus tard, que cette mesure, elle n'est pas réalisable. Et on va voter le 1er octobre 1793 un complément et on va prescrire l'extermination de tous les brigands vendéens, femmes, enfants, etc., résidant en Vendée militaire. Et vous verrez d'ailleurs par la suite que ça concerne tous les Vendéens résidant sur le territoire de la République française afin d'éradiquer cette race impure. Alors pourquoi Vendée-Venger ? Le terme race impure est employé ? Oui, bien sûr, au plus haut niveau. Et on a publié tous ces documents à l'intérieur de ce livre. On utilise bien le terme de race impure qu'il faut absolument éradiquer du sol de la République, du sol de la liberté. Alors donc, pourquoi ce terme Vendée-Venger ? Alors, c'est une addition d'axiomes.
on part du principe que dans la rationalité ambiante, un homme rationnel ne peut pas imaginer l'insurrection. Et s'il s'insurge, ce n'est pas un homme, et donc on va l'animaliser. Et bien entendu, un animal ne peut plus être propriétaire de biens. D'où la loi d'ailleurs du 1er août qui prescrit la nationalisation de tous les biens des Vendéens. Ça veut dire que les Vendéens ne sont plus propriétaires de quelque bien que ce soit. Et puis s'il n'y a plus d'habitants, s'il n'y a plus de biens, il n'y a plus de territoire. Et c'est pour ça que symboliquement, on va arracher à la Vendée son nom de Vendée pour lui en substituer un nouveau, venger, qui n'a pas le sens que l'on pourrait sous-entendre à l'heure actuelle. La vengeance, c'est dans le sens, il s'agit de régénérer par le massacre systématique de la population. Et c'est pour ça d'ailleurs que la guillotine s'appelle la vengeresse du peuple et que le bourreau s'appelle le vengeur du peuple. Parce que en exécutant la victime, eh bien le sang qui jaillit permet la naissance de l'homme nouveau. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, et on va venir évidemment à tous les chiffres, etc. dans un instant, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que les personnes, les membres de la Convention qui prennent ce genre de décision, et même un certain nombre des membres du Comité de salut public, l'organe exécutif du pouvoir, sont de bons bourgeois relativement présentables, si je puis dire. Ce ne sont pas... On aurait tendance à penser que des décisions aussi violentes seraient prises par des sortes de bourreaux, Et en fait, ce sont des gens qui, par ailleurs, prennent des décisions qui peuvent être considérées comme très rationnelles et même, pour certaines d'entre elles, mesurées. Que s'est-il passé à propos spécialement de l'ouest de la France? Alors, en fait, l'ouest, je vais vous choquer en vous disant ça, c'est une expérience. Il s'agit bien en France de créer l'homme nouveau. C'est un concept très révolutionnaire. Nous retrouvons ce même concept chez Lénine, chez Staline, chez Hitler, chez Pol Pot, etc. Il s'agit de créer l'homme nouveau. Et pour créer l'homme nouveau, il faut éliminer l'homme ancien. Alors soit on le convertit, soit on l'élimine. Et lorsque vous avez tout un peuple, tout un groupe humain qui s'insurge et qui défend justement l'homme ancien, c'est du moins ce qu'on voit comme homme ancien, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de l'exterminer, que je reprends la formule officielle de l'époque, que de l'éradiquer, et on parle de la race impure. Et je rappelle toujours, et Babeuf l'a très bien vu dans son livre sur le système de dépopulation. On va venir tout à l'heure à Gracchus Babeuf. La Vendée est un laboratoire. Et si ce laboratoire avait réussi, on allait étendre cette expérience à d'autres régions, comme le Pays Basque, comme la Bretagne, etc. Et lorsque Solzhenitsyn est venu pour le bicentenaire de la Vendée en 1993, oui. Il a très bien senti toutes ces nuances. Et en établissant le rapport qu'il y avait entre la chute de Robespierre le 27 juillet 1794 et justement la non-chute de Lénine, qui va se traduire par cette tragédie dans le prolongement de l'expérience Staline, Hitler, etc. La grande question est donc de savoir si tout ça a été entièrement prémédité ou si les circonstances ont favorisé la violence. On ne parle pas du tout de la même chose, évidemment. S'il s'agit de combats qui mènent à certains débordements, on a envie de dire que c'est malheureusement le lot de la plupart des guerres, et notamment, bien sûr, des guerres civiles qui sont toujours les plus violentes. S'il s'agit en revanche d'un programme politique préétabli, alors ça change totalement la dimension du phénomène. Mais vous avez bien raison, c'est là la spécificité du génocide de la Vendée. C'est-à-dire que ce crime a été conçu au plus haut niveau de l'État par l'organe exécutif qui est le comité de salut public, et un des moteurs de cet organe exécutif, c'est Robespierre. On pourra en citer d'autres puisque c'est entre autres Carnot qui est chargé du programme d'extermination de la Vendée, mais c'est bien conçu au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire Robespierre et les membres du comité de salut public. Et la Chambre des députés, c'est-à-dire la Convention, n'est qu'une chambre d'enregistrement. Quand je pense qu'il y a quelques semaines, nous avons mis 1 heure à essayer de réhabiliter un peu ce qui pouvait l'être de Robespierre, nous voilà encore avec du pain sur la planche. Barbarie à la française avec Franck Ferrand. C'est une histoire particulièrement douloureuse d'une part, mais aussi particulièrement scandaleuse que nous évoquons aujourd'hui, puisqu'il s'agit de cette guerre de Vendée, dont on a très longtemps parlé comme d'une simple guerre civile, voire même
comme d'une opération de police, car c'est un peu comme ça que ça a été longtemps présenté. Est-ce qu'on peut, avant de revenir évidemment sur le fond et sur l'idéologie de la question, est-ce qu'on pourrait, Reynald Secher, donner un certain nombre de chiffres? Combien de victimes et quel type de victimes? Alors c'est un travail très difficile à réaliser et j'ai été servi personnellement par une addition de chances que vous ne pouvez pas imaginer. Alors au niveau des habitants, sur une population grosso modo que l'on peut évaluer à 815 000 habitants, au minimum, ce sont 117 000 habitants qui disparaissent. Je dis bien au minimum. C'est un chiffre en dessous duquel on ne peut pas aller à l'heure actuelle. On peut imaginer qu'il y en a eu 200, voire 250 000. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans cette analyse, puisque les prescriptions des membres du comité de salut public... Dans ce chiffre très important, vous comprenez bien sûr les combattants classiques, si je puis dire. Il n'y a pas que les personnes massacrées. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Et on peut aller beaucoup plus loin dans ce que je disais, puisque un certain nombre de prêtres réfractaires ont enregistrer scrupuleusement les victimes. C'est le cas à la chapelle Basse-Mère, c'est le cas, vous citiez tout à l'heure, des Lucs sur Boulogne. Et cette idée des membres de la Convention d'exterminer de préférence les femmes sillons producteurs et les enfants car en passe de devenir futurs brigands, c'est parfaitement illustré sur le terrain, puisque tous les carottages qu'on a fait grâce à ces registres coïncident. 80% des gens exterminés sont des femmes, des enfants et des vieillards. Et quand je dis des enfants, mais c'est des enfants y compris dans le ventre des mères qui ne sont pas encore nés. On va éventrer symboliquement les mères pour extirper l'embryon que l'on va brandir du haut des baïonnettes. Est-ce qu'on constate une gradation dans la violence ou est-ce qu'elle s'impose d'emblée? Elle s'impose d'emblée. C'est justement ce que révèlent les nouveaux textes, puisque nous avons retrouvé le dossier original du plan d'extermination signé par Robespierre, Carnot, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire maintenant que Turreau, c'est un dérapage, etc. Et d'ailleurs... Oui, parce qu'après tout, Turreau était loin de Paris. Oui. Alors, Turreau, et justement, c'est ce que nous apprenons, est venu chercher ses consignes à Paris. Bien parce qu'il est nommé fin novembre. Et il est nommé d'ailleurs en conscience. Nous avons retrouvé son ordre de nomination qui est signé, là encore, de Robespierre, de Carnot, etc. Il est nommé parce que bon républicain. Et d'ailleurs, c'est très intéressant cette analyse, parce qu'on s'aperçoit que lorsque le comité de salut public décide de mettre en œuvre l'extermination de tous les habitants de la Vendée, que l'armée refuse. Parce que l'armée, c'est l'armée de l'Ancien Régime, et elle ne veut pas exterminer les compatriotes. Et comment peut-on procéder de manière concrète? On ne peut quand même pas envoyer des troupes aller exterminer une population comme ça, ex abrupto. Ça paraît dément. Mais c'est dément. Mais vous savez, Lénine est dément, Staline est dément, Hitler est dément, Pol Pot est dément, Mao est dément, Robespierre est dément, Carnot est dément. Alors, jusqu'à Robespierre, je me disais, on va se faire des amis. Mais alors, si vous collez Carnot dans la bande, oui, Carnot. Mais oui. Tous les membres du comité de salut public sont des déments. Ils sont déments. Comment peut-on imaginer qu'un peuple souverain puisse concevoir et mettre en œuvre une partie du peuple qu'il représente, y compris les députés de la Vendée militaire, ont voté ces plans d'extermination et sont les représentants... Ce sont presque les plus fanatiques du reste. Oh, il n'y a pas une hiérarchie dans ce fanatisme. Vous savez, on est dans la démence absolue. Hein, et tout le monde est fou parce que tout le monde entretient cette folie au nom de la peur. On a peur... Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas eu, puisqu'après tout, les soldats, nous dites-vous, sur le terrain, ont du mal à appliquer des consignes aussi aberrantes? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu davantage de refus d'exécuter les ordres? Bien si, justement. Il y a beaucoup de refus. Il y a les généraux qui refusent. Et on les prend un par un en les obligeant à aller sur le terrain. Et lorsqu'ils refusent, eh bien on les guillotine, on les élimine. Ce sont eux les véritables héros. Et puis il y a un certain nombre de régiments qui ont refusé, qui ont basculé du côté des Vendéens parce qu'ils ne peuvent pas accepter d'exterminer leurs frères. On est dans l'ordre de l'impensable. Ces héros, ce sont ceux qui disent non. Est-ce qu'il y a en face, du côté des armées catholiques et royales, des armées vendéennes, des exactions également et des brutalités, des violences qui n'ont rien à voir avec les principes de la guerre? Alors, nous n'avons qu'un seul exemple de brutalité, c'est l'affaire de Machecou, que l'on maîtrise parfaitement. Mais l'affaire de Machecou se situe dans l'horreur qui s'est commise quelques jours plus tôt à Pornic, où il y a eu un massacre de Blancs dans des conditions
épouvantable. Et il y a cette simple réaction, on a ce simple exemple, les gens n'en peuvent plus et ils vont massacrer une centaine de Bleus. C'est atroce, hein, mais c'est le seul cas d'exaction commise, collective, commise à notre connaissance par les Blancs. Comment se fait-il qu'il ait fallu tant de temps pour que ça sorte, presque 2 siècles? Est-ce que vous parleriez d'une occultation délibérée ou est-ce qu'on ne voulait simplement pas voir? C'est ce que j'appelle le mémoricide. C'est-à-dire que, en même temps que l'on commet cet acte de génocide, on inscrit dans l'acte de mémoricide. Je vous prends un exemple précis. Lorsque la virée de Galerne commence le 18 octobre 1793, alors comment dire, on met en œuvre le plan d'extermination et les populations de la Vendée sont fracassées et elles sont tellement terrorisées qu'elles se disent il faut sortir de cet enfer, et sortir de cet enfer, la seule solution c'est de traverser la Loire et aller essayer de se réfugier dans une terre plus pacifique, en l'occurrence la Bretagne. Et lorsque on traverse la Loire le 18 octobre, les troupes vendéennes ont 5000 Bleus prisonniers. Et le général des Vendéens, Bonchamp, est agonisant, moribond. Il va mourir quelques heures plus tard. Il sollicite la grâce des prisonniers. Et on va les gracier. Et lorsque les membres du comité de salut public vont apprendre cela, ils vont hurler en disant ce n'est pas possible que de porter cela à la connaissance du grand public parce que nous sommes en train de les exterminer. Donc on va faire 2 choses. On va demander aux Bleus graciés de ne pas dire qu'ils ont été graciés et qu'ils ont été libérés par les armées républicaines, et en même temps on va leur dire de dire qu'ils ont été maltraités, ce qui va asseoir bien entendu la politique de génocide. On renverse complètement la réalité. Et la deuxième chose que l'on fait, et ça c'est l'atrocité absolue, on va demander aux soldats libérés d'exterminer leurs libérateurs, mais aussi toutes les familles de leurs libérateurs, c'est-à-dire les femmes, les enfants. Et à côté de Saint-Florent-le-Viel, vous avez une petite paroisse qui s'appelle le Marillet, et vous avez un champ où on a massacré comme ça des milliers de femmes et d'enfants parce que justement leur père, leur oncle, leurs frères ont libéré les Bleus. Quand vous dites « on », vous avez employé très souvent le pronom. Qui est ce « on » ? Ce sont les membres du comité de salut public et les représentants du peuple. Je rappelle que les représentants du peuple, sans exception, sont tous des députés. Oh. Un homme comme Carrier, c'est un député et il œuvre en conscience. D'ailleurs, vous parliez du procès Turreau tout à l'heure. On pourrait parler du procès Carrier, parce que Carrier est très précis dans ce qu'il dit au moment de ce procès en disant « Je n'ai fait qu'exécuter les ordres des membres du comité de salut public et je n'ai fait qu'exécuter la loi. » Si je suis responsable et coupable, tout le monde est responsable et coupable. Alors comment sait-on tout ça? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. Du génocide au mémoricide jusqu'à 14h. Je simplifie peut-être à outrance, Rénal Sécher. Je cite d'ailleurs le titre de votre dernier livre, Vendée, du génocide au mémoricide. C'est édité par Serre. Les éditions qui d'habitude sont des éditions plutôt de textes religieux du reste que politiques, historiques. Oui, mais Stéphane Courtois, le grand historien mondialement connu, le livre noir du communisme, etc. Entre autres, a sa collection au Serre qui s'appelle Politique, et c'est grâce à lui si ce livre a été publié. Et d'ailleurs, ce livre, je tiens à le préciser, au centre, vous avez 32 pages de photos, parce que j'ai voulu que les gens accèdent au dossier de l'inimaginable, de l'indicible, notamment le dossier des tanneries pohumaines, les ordres de Robespierre, etc. Alors justement, on va voir un peu tout ça, et au risque de simplifier de façon excessive, c'est pour que tout le monde puisse suivre, car je vous assure que je pense qu'une grande partie de nos auditeurs découvrent, ou en tout cas découvrent l'ampleur de ce phénomène qui est tellement difficile à aborder, évidemment, puisqu'il entache toute une part de notre histoire nationale, il faut bien le dire. Vous avez 2 types de documents. D'abord, il y a les documents politiques qui sont tous les ordres envoyés par le comité de salut public, l'émanation exécutive du pouvoir de l'époque, donc dirigé par Robespierre dans l'époque qui nous concerne. Ce comité de salut public envoie des ordres aux généraux sur place, et notamment à Turreau. Est-ce qu'on a conservé ces documents-là ? Nous avons absolument
tout retrouver. Mais c'est incroyable que vous disiez ça, parce que je vous assure que c'est pas l'image qu'on en a. Hein, donc c'est... Oui, parce que des universitaires, des hommes politiques, des journalistes essayent de faire croire que nous inventons tout. Et c'est pour ça que j'ai voulu publier ces documents, pour les rendre visibles pour le plus grand nombre. Et on a absolument tout, parce que lorsqu'on a conceptualisé cela, c'est-à-dire dès le 27 juillet 1793, on a tout rédigé. Et on a rédigé, on a conservé ces documents, et notamment le dossier original de la réflexion sur l'extermination, rédigé et signé, je répète, signé par Robespierre, Carnot, etc. Et ce dossier, je viens juste de le retrouver aux Archives nationales, extampillé. C'est un dossier très difficile à trouver, parce que lorsque Robespierre est tombé une année plus tard, c'est-à-dire le 27 juillet en Thermidor, le 27 juillet 94, eh bien ceux qui étaient à l'origine du coup d'État ont ramassé ces documents en vrac et les ont jetés dans les malles, et lorsqu'on les a classés sous l'Empire, on a pris les feuillets les uns après les autres et on a déclassé ces documents. Il y avait sous l'Empire un certain nombre de hauts dignitaires qui n'avaient pas trop intérêt à ce qu'on revienne non plus sur ces questions, je pense. Oui, alors sans aucun doute, il y a eu un nettoyage des archives, mais beaucoup plus des archives militaires que des archives politiques. Alors ça, donc, c'est pour ce qui est des documents politiques, et aussi incroyable que ça paraisse, vous pouvez donc les produire. Si Nous pouvons les traduire intégralement. C'est-à-dire que non seulement nous avons l'heure, les lieux, etc. De la mise en œuvre du plan d'extermination, mais nous avons conservé tous ces documents. Nous en publions d'ailleurs une bonne partie. Et puis il y a d'autres archives qui sont des archives plus privées, qui sont les archives de la guerre elle-même, que vous êtes allé, vous avez commencé par ça, si je puis dire. Oui, alors lorsque Jean Meyer a commencé à imaginer que l'on puisse faire une thèse sur qui venait d'Alsace, donc il était assez libre, oui. Et qui est le spécialiste de la noblesse bretonne. Lorsqu'il avait imaginé que l'on puisse faire ce travail, il s'est heurté à ce que tout le monde disait à l'époque, on ne pouvait pas faire un travail sur la Vendée faute de documents. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a demandé de travailler sur un carottage qui est la chapelle Basse-Mer, pour voir s'il existait des archives. Et là j'ai découvert effectivement qu'il existait un nombre incroyable d'archives privées de nature religieuse ou laïque d'ailleurs. Et puis il existe aussi des documents imprimés, et je pense à cet ouvrage du système de dépopulation ou la vie et les crimes de Carrier, et c'est signé d'un certain Gracchus Babeuf, grand révolutionnaire qui est un peu à l'origine de la pensée communiste, si on peut dire, à grands traits. Alors c'est un texte que j'ai trouvé après la parution de ma thèse en 1986. Et c'est un texte qui est d'une modernité incroyable, et Lemkin, sans le savoir d'ailleurs, va reprendre la problématique de Babeuf. Alors Gracchus Babeuf, c'est le père du communisme, etc. Et Gracchus Babeuf est sidéré du crime contre l'humanité, je reprends sa terminologie, vous voyez, c'est lui qui emploie ce terme. C'est lui qui l'emploie, commis à l'encontre des Vendéens. Et il se dit, mais comment est-ce qu'un peuple souverain, notamment Robespierre, et il a raison, c'est bien Robespierre et Carnot qui ont mis ça en œuvre, ont-ils pu imaginer exterminer une partie du peuple qu'ils représentent? Et donc il dénonce ce crime contre l'humanité, et très tôt, il se dit, mais comment puis-je dénommer ce crime, parce qu'il n'y a pas de vocabulaire pour cela. Et il va créer ce mot de populicide. Et d'ailleurs... Alors justement, est-ce qu'il n'est pas plus juste ce mot de populicide que celui de génocide, puisque ça n'est pas un peuple, ça n'est pas une dimension ethnique qui a été attaquée là, c'est bien une portion territoriale du peuple français. Alors, c'est si vous allez travailler par rapport à la racine. Mais vous avez une définition juridique du crime de génocide. Alors, c'est un mot qui a été créé tardivement, en 1943, par un juriste polonais qui s'appelle Lemkin, et on va lui donner une définition juridique. C'est un crime contre l'humanité, et en fait, vous avez 3 crimes de génocide. Vous avez la conception, où est la réalisation, où est la complicité dans la réalisation et la conception de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique ou racial ou politique ou religieux. Est-ce qu'en Vendée, il y a une conception? Ben oui, vous avez les lois. Donc ça y est, il y a un crime de génocide. Est-ce que vous avez une réalisation? Ben oui, vous avez Turreau, je prends cet exemple, et les colonnes infernales. Mais vous avez aussi la complicité dans la conception, puisque ça a été voté, et la complicité dans la réalisation. Est-ce que les Vendéens constituent un groupe humain? Ben évidemment, par nature. De type ethnique, non. De type racial, non. Mais politique et religieux, oui. Donc, en Vendée,
nous avons bien affaire à un crime de génocide. Est-ce que pour autant il faudrait le voir reconnu par l'Assemblée? Alors, ce n'est pas mon problème à moi. Vous me rassurez entre nous. Oui, moi je suis un historien. Hein. Je ne fais que raconter il faut bien distinguer faits. Histoire et mémoire. C'est là-dessus que je voulais justement. Par contre, en tant que citoyen, je suis scandalisé que dans notre arsenal juridique, nous ayons toujours les lois du 1er août et du 1er octobre 1793 qui n'aient pas été abrogées. Et je crois que symboliquement, il serait de l'honneur de notre démocratie au moins de les abroger. D'ailleurs, c'est ce que dit William Goldnadel dans son introduction. Comment le pays des droits de l'homme, ce pays qui est une référence mondiale, ce pays qui sollicite les Turcs pour qu'ils reconnaissent le génocide des Arméniens, peut-il accepter d'avoir dans son arsenal juridique des lois de nature génocidaire? Merci beaucoup Reynald Secher. Vendée du génocide au mémoricide, c'est édité par Serre dans la collection politique. Et puis donc, je signale de façon beaucoup plus légère ces albums, très bien faits du reste, très très beaux albums d'histoire de France en bande dessinée, dont vous êtes le scénariste avec un certain nombre de dessinateurs. Et c'est édité par vous-même. Reynald Secher édition. Et là aussi, parce que je dénonce le fait qu'on ait retiré la chronologie et qu'on ait en France qu'une histoire thématique qui pour moi est une lecture globale de l'histoire. Je ne serais pas surpris que cette émission fasse un peu de remous et donc nous aurons peut-être à reparler ensemble de tout ça. Merci Reynald Secher d'être venu nous rencontrer. Merci.